Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici parce que j'ai failli ne pas être ici à cause des bouchons. Donc, très mauvaise idée de prendre un taxi aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de comment évaluer les systèmes d'IA. Donc, ça va être dans la droite ligne de l'intervenant juste avant. Et je vais reprendre ma casquette de chercheur, parce qu'il y a 2 ans, j'étais chercheur à l'INRIA et avant à l'Université Cornell sur des modèles de langage. Donc je vais vous aider à creuser un tout petit peu plus à l'intérieur de ce qu'on sait, comment marche un modèle d'IA pour avancer vers l'évaluation. Et donc, on va commencer par se poser la question de pourquoi. Après le comment, et après qu'est-ce qu'on va apprendre quand on évalue à l'échelle un système. Et donc le premier pourquoi, ça va être de comprendre la différence fondamentale qu'il y a entre tout ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui de logiciels. Peut-être pas tout, peut-être quelques-uns connaissaient déjà des logiciels qui étaient basés sur la probabilité et les prédictions. Avant, vous êtes dans un monde où il y a des règles prédéfinies, et après vous rentrez dans des systèmes qui sont non déterministes. Quand je dis non déterministe, ça veut dire que quand vous avez la même entrée, vous n'avez pas la même sortie, comme c'était dans un système déterministe, mais vous en avez plusieurs. Et en plus, elles sont différentes. Et qu'est-ce que ça change au niveau de comment vous testez votre système? Et bien, ça change que dans un cas où vous aviez une entrée et une sortie correcte, vous êtes dans la situation où vous avez une entrée et plusieurs sorties qui peuvent être à la fois correctes et incorrectes selon plein de paramètres différents. Et donc, vous ne pouvez plus être tout seul devant votre système basé sur un LLM pour l'évaluer. Et c'est là qu'il faut passer à l'échelle dans une optique d'évaluation. Et donc, les critères vont être précis, non précis, pertinents, biaisés, toxiques, avec des biais de genre, etc. etc. Et c'est là que je vais vous emmener un peu plus loin dans ce que c'est représenter le langage de façon statistique. En gros, si on essaye de se représenter un tout petit peu qu'est-ce qui se passe quand le prochain mot est prédit, même si c'est un peu inférieur au prochain mot dans les systèmes, eh ben, on peut le visualiser en 2D avec un nuage de mots. Mais allons plus précisément dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous écrivez votre prompt. Les caractères que vous écrivez à l'intérieur de votre prompt, de votre requête, sont transformés en quelque chose qu'on va appeler vecteur. Et le nuage de mots que je vous ai montré, c'est un peu une façon 2D de se représenter ce qu'il y a dans un vecteur, c'est-à-dire une version numérique des mots que vous avez rentrés. Donc en partant du haut, vous suivez les flèches que vous avez rentrées, et les mots de votre prompt vont servir à contraindre ce qui vont être les mécanismes probabilistes pour choisir les prochains mots. Vous voyez, on redescend, vous arrivez dans les rectangles concentriques, et puis après on fait des choix probabilistes, et ces choix probabilistes sont faits sur la base de ce qu'a appris le modèle. Voilà. Et comment il l'a appris? Sur des milliards et des milliards de phrases. D'accord? Et donc, revenons à la 2D des vecteurs. En gros, prenez économie, croissance et taux. Ils sont proches parce que vous êtes une machine à prédire des mots. Et donc, si vous voulez faire des phrases avec le mot économie, vous avez intérêt à avoir tout près de vous le mot taux ou le mot croissance. Et après, une fois que... Comment ils ont été mis les uns à côté des autres dans cette image de nuage de mots? Eh ben, parce que, ça c'est une recherche Google toute simple, vous avez un bon milliard de fois où vous les avez dans la même phrase. Et encore, vous avez aussi pas mal de résultats où vous les avez de façon contiguë. Donc si les mots voyagent dans les mêmes phrases, ils seront proches dans le nuage de mots. Et donc, vous aurez aussi, par exemple, des mots tout en bas comme road and street, enfin rue, et qui sont des synonymes. C'est pour ça qu'ils se retrouvent souvent avec les mêmes mots, parce qu'ils sont interchangeables. D'accord? Et ça, en fait, c'est ce qu'on fait rentrer dans la machine. D'accord? C'est pas ce que se représente le modèle de langage, attention. C'est ce qu'on fait rentrer. C'est-à-dire, c'est la façon dont on lui apprend, on lui explique qu'est-ce que c'est avec des chiffres, un mot. D'accord? Et depuis le 21 mai, et un peu dans la suite de recherches qui durent quand même depuis un moment, on a une idée de en fait, ce qui est représenté au milieu du système. Je vous ai fait une grande barre bleue. Donc vous voyez que on commence, là c'est lié au sentiment.
Si vous vous dirigez en haut à droite, vous voyez qu'il y a conflit intérieur qui est pas très loin de choix difficiles, qui est pas très loin de choix impossibles, qui est pas très loin de paradoxes un peu absurdes, qui est pas très loin de difficiles de choix où il faut évaluer plein de choses, trade-off à l'anglaise. Donc on est dans une situation où on commence tout doucement à visualiser des concepts qui sont construits à partir des mots qui sont ensemble dans les mêmes phrases, à l'intérieur du modèle de langage. Donc ça c'est bien parce qu'on sort de cette espèce de paradigme très commercial de la black box grâce à cette étude. Donc, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est intéressant d'évaluer, vous voyez, si par exemple ici je fais un entraînement à partir de plein d'articles qui parlent de la décroissance, et ben tout près de économie, croissance et taux, ben, j'aurai décroissance. Et donc statistiquement, les phrases que je vais faire, il y aura plus, quand je veux parler d'économie, il y aura plus souvent le décroissance. Vous voyez l'impact que ça peut avoir au niveau des biais que la machine peut, au-delà du fait que la décroissance peut être salutaire sur certains aspects. Mais ça veut dire que vous pouvez avoir des biais à l'intérieur de ce système. Et donc, maintenant que j'espère vous avoir convaincu que c'est important de l'évaluer, je vais vous montrer quelque chose qui est un peu dans le sens de mon interlocuteur, de l'intervenant juste avant. Comment vous allez pouvoir évaluer à l'échelle votre système. Donc vous allez créer avant tout un ensemble de questions-réponses. Donc vous allez décider quelles questions vous voulez poser à la machine. Ça va vous aider déjà à clarifier votre use case. Ça va vous aider aussi à clarifier qu'est-ce que vous allez mettre dans la banque de données que vous voulez associer à votre modèle de langage. Et donc vous allez structurer déjà votre approche. Et après, vous allez essayer de rédiger le type de réponse que vous voudrez que la machine vous donne, en bleu. D'accord ? Et ça aussi, ça va vous faire travailler en fait sur quel type d'information est importante à l'intérieur de votre entreprise si vous faites du knowledge management, ou quel type d'information est importante pour vos clients. Si vous le faites, vous faites un système qui regarde vers l'extérieur. Et une fois que vous avez ça, vous soumettez tout ça à un modèle de langage et vous regardez qu'est-ce qu'il vous répond. Et après, vous faites la comparaison entre le petit vecteur de sa réponse et tous les vecteurs bleus que vous avez décidé être le standard de vos réponses à vos questions. D'accord ? Et ça, vous pouvez le faire aussi quand vous avez connecté votre modèle de langage à vos bases de données internes de clients ou d'interactions passées avec vos clients et toutes sortes de choses. Et ça vous permet en fait d'avoir des tonnes de métriques que vous pouvez évaluer de façon automatique. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez avoir plein de critères à évaluer. Déjà, est-ce que les réponses sont correctes? Est-ce qu'il y a des hallucinations? Est-ce que les réponses sont exhaustives par rapport à votre standard et au type de réponse que vous voulez donner? Est-ce qu'elles contiennent des biais qui pourraient nuire à une certaine population de vos clients, etc., etc., etc. Et tout ça, vous pouvez le faire en respectant l'idée que c'est un système qui est un système statistique et qu'il a besoin pour cela d'être évalué de façon statistique. Après, qu'est-ce qu'on découvre quand on évalue à l'échelle sur un grand nombre de personnes? La première chose qu'on découvre, c'est qu'il y a un phénomène qui s'appelle persuasion latente. Quand on décide de s'intéresser à quel est l'impact sur les usagers du système. Et donc, une étude très intéressante d'un ancien collègue de Cornell a pris 1500 personnes, les a partagées en 3 groupes. Un groupe interagissait avec un agent conversationnel pour de la rédaction augmentée qui avait des biais négatifs sur le fait, des biais qui allaient dans le sens négatif sur le fait que la société, que les réseaux sociaux étaient négatifs pour la société. Et un autre groupe qui interagissait avec un modèle de langage qui pensait qu'avec un biais très clair pour le fait que les réseaux sociaux sont bénéfiques pour la société. Et puis un groupe contrôle qui n'écrivait pas avec un agent assisté, parce que ça aussi, il faut voir si écrire avec un agent assisté n'a pas un effet. Et on les fait rédiger 5 phrases pour un post sur Reddit, et on voit quel est l'effet sur ce qu'ils écrivent. Et on fait juger ce qu'ils écrivent, donc ça c'est l'interface dans laquelle il est rédigé, et on fait juger ce qu'ils écrivent par des juges indépendants. 500 personnes indépendantes regardent les phrases et disent celle-ci elle va dans ce sens, celle-ci elle va dans ce sens, celle-ci elle va dans ce sens. Et l'effet c'est que vous avez 2 fois plus de chances de dire que c'est bénéfique pour la société si vous coécrivez avec un LLM qui pense que c'est bénéfique pour la société.
et je dis pense parce que c'est vraiment un abus de langage, mais c'est pour aller très très vite parce qu'il me manque du temps. Et après, vous avez 2 fois plus de chances d'écrire que les réseaux sociaux sont négatifs sur la base du jugement de personnes extérieures. On ne vous a pas demandé votre avis. On a juste regardé ce que vous avez écrit. Des personnes indépendantes ont juste regardé ce qu'il y a écrit. Maintenant, ils se sont posé la question aussi si les personnes pensaient la même chose avant et après avoir coécrit. Et ben, il y a aussi un effet qui est statistiquement valable sur les productions. Et la deuxième chose que je voudrais vous citer, très brièvement, c'est l'évaluer, en fait, si après qu'on a écrit avec un LLM quelque chose, c'est toujours aussi varié que si on avait écrit chacun dans son coin quelque chose. Et ça, c'est une étude qui a été faite auprès de 600 consultants du BCG et qui montre que si, au niveau performance individuelle, on a 40% en plus de performance dans une tâche d'idéation de produit, en fait, si on regarde toutes les productions des 630 et quelques consultants, on se rend compte qu'il y a 41% en moins de variété parmi les consultants. Et donc ça, c'est très important. Ça, c'est la figure c'est la figure de l'article scientifique qui montre exactement la même chose. Et en gros, on a une réduction, on a une homogénéisation des productions. Et la dernière chose que vous connaissez et qui est très connue en IA et qui n'est pas vraiment toujours liée à l'IA générative, c'est la question qu'il y a des biais de lexicaux et qui sont notamment évalués sur 300 lettres de recommandation 300 lettres de recommandation pour des femmes et pour des hommes, exactement les mêmes, juste en changeant les prénoms masculin au féminin. Et bon, on va vers évidemment quelque chose où la femme est plus chaleureuse, accueillante, et qu'elle a des qualités interpersonnelles, qui sait bien travailler en team, et du côté de l'homme, ça sera plus du leadership, de la personnalité, et ça, c'est connu. Mais ça, là où ça change, c'est qu'en fait, il y a aussi des biais stylistiques. C'est que la syntaxe n'est pas la même. C'est qu'il y a une syntaxe beaucoup plus formelle pour les lettres de recommandation des hommes que pour les lettres de recommandation des femmes. Donc si tout ça vous a effrayé, quelque part, ne vous inquiétez pas, au Conseil de l'Europe, il y a une convention cadre internationale qui sera ratifiée le 5 septembre, qui a déjà été validée par les ministres de 56 pays, qui propose et qui, disons, cadre le fait que sur toute la vie des systèmes d'IA, la non-discrimination, le respect de la règle de droit, les droits de l'homme et la démocratie soient respectés. Je vous remercie encore une fois de votre écoute.